dans la brume dorée de l'ère du jazz, où les rêves et les désirs dansaient sous un manteau d'étoiles filantes, Scott et Zelda Fitzgerald vécurent une histoire qui semblait arrachée directement des pages de leur propre roman. Leur amour brûlait avec une intensité féroce, projetant de longues ombres d'extase et de désespoir à la fois. Comme les héros tragiques qu'ils avaient eux-mêmes créés, ils incarnaient les hauteurs vertigineuses et les chutes dévastatrices d'une génération prise dans les griffes de la passion et de l'ambition. De leur amour juvénile à leurs succès éblouissants, des fêtes interminables aux disputes éternelles, des luttes de Scott pour écrire jusqu'à la descente de Zelda vers la folie. Ensemble, ils poursuivirent l'éclat séducteur du succès, avec leurs cœurs entrelacés par des rêves qui finalement les mèneraient à la ruine. Comme le regrettait le personnage de Scott, Amory Blaine, les choses sont plus douces quand nous les avons perdues. Leur histoire, faite de rêves qui s'élèvent et de chutes qui brisent, est un kaléidoscope de passion, de créativité et de destruction qui non seulement définit leur propre vie, mais qui encapsula l'esprit de toute une époque. Deux jeunes amants avec le monde devant eux qui finirent perdus, piégés par les propres personnages qu'ils avaient recréés. L'enfance de Zelda fut marquée par un esprit aventureux et un courage téméraire qui défiait toutes les conventions. Elle appelait souvent le département des pompiers, et puis grimpait rapidement dans un arbre ou montait sur un toit, se délectant de l'excitation d'être secourue. Dès son plus jeune âge, elle préférait la compagnie des garçons et était considérée comme une tomboy, surpassant souvent en course et en natation ses camarades masculins. Réfléchissant sur sa jeunesse, elle déclara une fois « Je n'avais pas un seul sentiment d'infériorité, de timidité ou de doute. » Cependant, à 15 ans, son monde changea irrémédiablement. Elle fut attirée dans la cour de son école par deux garçons qui lui dirent « Si une fille veut rester populaire, elle doit faire ce que les garçons lui disent. » Zelda écrivit sur l'incident plus tard, dans son autobiographie, à travers des images, sans jamais être explicite sur ce qui s'était passé, tandis que Scott fut beaucoup plus direct sur l'agression qui avait eu lieu. L'événement transforma Zelda, et la désinvolte commença à changer son style, ses vêtements et son comportement, devenant beaucoup plus extravagante et coquette. Zelda préférait boire du gin, parlait en langage audacieux et disait qu'elle aimait tellement un garçon qu'il finirait probablement par être le père de son prochain enfant. Elle nageait dans un maillot de bain couleur chair, scandalisant la communauté. Seulement 8 ans auparavant, une nageuse à Boston avait été arrêtée pour un acte similaire. Quand son père essaya de l'enfermer dans sa chambre, elle s'échappa par la fenêtre. Lors d'une fête de Noël, quand une chaperonne la réprimanda pour avoir dansé trop près d'un garçon, elle accrocha une brindille de gui à son derrière et la montra à tous les présents. Zelda faisait ce qui lui plaisait. Elle s'habillait comme elle voulait et était indifférente à l'opinion de toute autre personne. Elle flirtait avec un garçon et puis perdait intérêt abruptement. « J'adore être assez insondable », disait-elle. Quand la Première Guerre mondiale commença, sa ville d'Alabama se remplit d'officiers en entraînement beaucoup plus matures que les garçons que Zelda avait connus. À 17 ans, elle se trouva au centre de l'attention. Les soldats la entouraient et les aviateurs effectuaient des acrobaties audacieuses au-dessus de sa maison, l'un s'écrasant même dans sa tentative. « Oh, nous faisions des choses folles et stupides », se rappelait-elle, mais souvent avec un sens de la tragédie. Parmi ces officiers se trouvait Francis Scott Key Fitzgerald, élégamment beau, chic, avec des yeux vert bleu et des cheveux séparés au milieu. Il dansait comme s'il avait un soutien céleste, réfléchissait-elle. Quand il lui demanda s'il pouvait se voir, elle répondit coquettement « Je ne fais jamais de rendez-vous tardif avec des travailleurs rapides. » Malgré cela, elle lui donna son numéro et il l'appela tous les jours jusqu'à ce qu'elle accepte de le rencontrer. Ils marchèrent pendant des heures en discutant de livres, de la vie et de sujets que d'autres garçons n'aborderaient jamais.
Leurs conversations approfondirent le lien qui façonnerait les deux vies. Scott était un soldat pauvre. Il avait entraîné avec le futur président Eisenhower et n'avait pas été envoyé au front européen en raison de son manque de compétences en leadership. Scott lui dit qu'il écrivait un roman intitulé « Le romantique égoïste » et que dès que la guerre serait terminée, il serait publié. Il prévoyait de vivre le moment et d'avoir chaque expérience. Pour Zelda, c'était comme s'il lisait son âme. La similitude entre eux était hypnotique, et elle décrivit l'expérience d'être avec lui comme presser son nez contre un miroir et regarder ses propres yeux. Bien qu'elle flirte encore avec d'autres officiers et les laisse l'embrasser pour bonne nuit, elle tombait amoureuse de Scott, et ils célébrèrent ensemble son 18e anniversaire. Son père, le juge Sayre, ne fut pas impressionné, lui disant que les écrivains ne gagnent pas d'argent et qu'elle serait misérable avec lui. Scott vit en Zelda une brillance et une détermination qu'il n'avait pas vues chez d'autres filles, la voyant non seulement comme une amante, mais comme une muse. Quand ils se séparèrent enfin en octobre, avec Scott partant pour la guerre, il lui dit comme dernier mot « Voici mon cœur ». Il fut sauvé du danger quand l'armistice fut signé, et il ne serait pas envoyé au front. Après un peu de persuasion de Scott, elle accepta de l'épouser. Il irait à New York, travaillerait un temps jusqu'à ce qu'il soit publié, et alors il la ferait venir. Son roman fut rejeté plusieurs fois, et il gagna peu comme rédacteur publicitaire. Zelda et Scott s'écrivaient des lettres passionnées, bien que parfois, Zelda parle d'autres garçons et de rendez-vous auxquels elle allait. Que ce soit accidentel ou à propos, elle envoya à Scott une lettre destinée à un autre garçon. Scott se rendit immédiatement en Alabama pour la confronter. Ils se disputèrent et elle trouva son comportement stupide. Elle lui rendit sa bague et rompirent leurs fiançailles. Il retourna à New York, démissionna de son travail, dépensa son dernier centime à se saouler et déménagea chez ses parents pour retravailler le roman. C'était un échec en écriture et en publicité. Je me suis saoulé bruyamment avec mon dernier centime et je suis rentré à la maison, dit-il. Il changea le titre en À ce côté du paradis et utilisa Zelda comme inspiration pour Rosalind. Le personnage de Rosalind, avec son charme et son indépendance et ses sensibilités modernes, captura l'imagination d'une génération, aidant à définir et populariser l'image de la flappeur. Cette représentation non seulement influença le paysage culturel des années 1920, mais aussi cimenta Scott et Zelda comme figures emblématiques de l'ère du jazz, entrelaçant pour toujours leur vie et leur œuvre dans les annales de l'histoire littéraire et culturelle, parfois à leur grand détriment. Quand le roman allait être publié, Scott écrivit à Zelda, qui lui dit qu'elle avait été stupide et qu'il devait venir immédiatement. Mais Scott attendit. Il voulait que ses poches teintent d'argent quand il viendrait. Alors il écrivit plusieurs nouvelles avant de finalement aller en Alabama et de se réunir avec Zelda. Le 3 avril 1920, les deux se marièrent. Ses parents refusèrent d'assister, et ce fut un petit mariage à New York. Zelda craignait d'être vue comme une campagnarde anonyme, que ses vêtements étaient tout mal et que son accent la faisait sonner ignorante. Quand le roman de Scott devint de plus en plus populaire, ils se mêlèrent à des gens influents de New York, constamment en fête à travers la ville. Ils étaient destinés à être l'incarnation vivante des romans de Scott. Jazz, théâtre, conversations nocturnes et l'excitation illégale du champagne, puisque les États-Unis étaient encore en prohibition. Le cocktail préféré de Zelda était l'Orange Blossom, qui pour toujours resta pour elle le goût de New York. Ils aimaient leur gloire, et Scott aimait leur rôle. C'est comme de la publicité. Donne au public ce qu'il veut, et il déposera son argent, disait-il. Scott allumait ses cigarettes avec des billets de dollars et se déshabillait pendant une pièce. Les farces de Zelda devenaient de plus en plus extravagantes.
Ils faisaient des fêtes jusqu'à l'aube, dansaient dans des fontaines, se poursuivaient dans les halls d'hôtels et se faisaient expulser après des fêtes sauvages et extravagantes alimentées par du champagne et du vin. « Bien sûr que j'aime Rosalind », disait-elle à propos de l'héroïne de Scott. « J'aime les personnages qui sont exactement comme moi. » Après des mois de fêtes sans arrêt, ils se lassèrent et s'ennuyèrent, et leurs disputes devinrent plus vicieuses. Souvent, ils échangèrent des insultes dans les halls d'hôtel, et Scott n'écrivait pas un mot. Scott dit « À peine savions-nous qui nous étions, ou ce que nous étions. » En mai, ils achetèrent une voiture bon marché, qu'ils baptisèrent le Rolling Junk, et trouvèrent une maison de campagne grise, à Westport, Connecticut à louer. Ils étaient convaincus qu'ils pouvaient la transformer en un Éden, avec Scott écrivant plus et buvant moins. Ils espéraient discuter moins et trouver l'amour qu'ils partageaient. Mais ici, comme en beaucoup d'occasions dans leur mariage, poursuivre un nouveau début et découvrir qu'il les décevrait toujours. Westport était à seulement 50 miles de New York, et les amis montaient en apportant des bouteilles de vin et restant pour la semaine. Scott n'avait pas réduit sa consommation d'alcool, ni Zelda, qui avait peu pour l'occuper. Elle se sentait étouffée, flirtait avec des hommes locaux, et leurs disputes devenaient plus tempétueuses. Une nuit, ils se disputèrent si violemment que Zelda courut vers la ligne de chemin de fer et commença à marcher sur les rails vers New York, attendant à moitié qu'un train sorte en rugissant de l'obscurité. Mais elle savait que Scott viendrait pour elle. Le drame de leur dispute devenait addictif, et encore plus l'intoxication de leur réconciliation. « Personne n'a le droit de vivre plus que nous », lui écrivit-elle. « Si tu me haïssais et étais couvert de plaies, si tu t'enfuyais avec une autre femme, si tu me faisais mourir de faim ou me battais, je t'aimerais encore. » Pour Scott, les disputes étaient aussi nécessaires pour sa fiction, son nouveau livre. Les Beaux et les Damnés présentait un couple reconnaissable comme Zelda, un couple dans un mariage qui échoue, essayant de profiter du moment, mais fatalement incapable de tracer la ligne entre romantisme et narcissisme. Des lignes des discussions de Scott et Zelda allèrent dans le livre, ainsi que des pages presque textuelles de ses journaux et lettres. Zelda, bien qu'elle se critique parfois pour ses efforts littéraires, avait une façon de décrire les événements et les scènes que Scott commentait comme étant beaucoup meilleures que les siennes propres. Ils déménagèrent de retour à Manhattan quand fut publiée la première collection de nouvelles de Scott. Ils semblaient être partout à New York avec leurs farces, disputes ardentes, baisers immodérés, la danse folle de Zelda et les pitreries de Scott. Les médias la adoraient. En février 1921, Zelda découvrit qu'elle était enceinte. Elle alla chez elle pour le dire à sa famille, et à 6 mois de grossesse, elle marcha défiant vers l'eau d'une piscine locale, avec son ventre en pleine exhibition. Les femmes à cette époque devaient cacher leur ventre gonflé, et elle fut expulsée de la piscine par le sauveteur. Ils décidèrent d'avoir le bébé à Saint-Paul, d'où était Scott. Et là, avec Zelda à 7 mois de grossesse, elle rencontra les parents de Scott pour la première fois. Le 26 octobre, elle entra en travail. Ce fut long et difficile, mais après de nombreuses heures, naquit leur bébé-fille. « J'espère qu'elle sera belle et stupide. Une petite stupide belle, dit-elle. » Il n'est pas surprenant que Scott fasse dire cette ligne à Daisy Buchanan dans Le Grand Gatsby. Ils avaient tellement voulu un garçon que la fille fut nommée Frances Scott Fitzgerald. Zelda passa de longues heures à allaiter et à câliner Scotty, mais la dépression s'accumulait quand même. Elle se sentait emprisonnée par Scotty et le sombre hiver de Saint-Paul. À quelques mois, elle était enceinte à nouveau et ne pouvait imaginer avoir un autre enfant et rester enfermée, comme elle l'appelait, pour une autre année. Terminer la grossesse était illégal et les méthodes étaient laides et dangereuses.
avec 1 sur 6 étant fatal ou laissant une femme endommagée ou stérile, ils décidèrent d'aller avec l'option des pilules, qui pouvaient être dangereusement toxiques. Plus tard, ses médecins diraient que cela fut un autre problème qui contribua à sa folie. Dans le carnet de Scott, elle écrivit « Le soleil s'est couché sur le X dans les toilettes de l'hôtel Zinx avec les pilules du docteur X. » Bientôt, ils étaient de retour à New York pour la publication de Les Beaux et les Damnés. Un croquis de Zelda ornait la couverture, comme le personnage Gloria. Il y avait des conversations sur le fait qu'elle et Scott jouent dans les rôles des personnages dans les films, et on lui demanda d'écrire une critique du roman. Ce dernier livre la fit se sentir exploitée. Elle n'aimait pas Gloria, et se sentait tachée par son association avec sa mesquinerie. Elle fut gratifiée de lire une critique qui disait que c'était l'une des héroïnes les plus décevantes de Scott. Elle commença aussi à questionner jusqu'à quel point il exploitait ses lettres et journaux pour sa fiction. Au premier jour de leur relation, elle s'était sentie fière de cela. Maintenant, un ressentiment grandissait. En vengeance, elle accepta une invitation pour critiquer Les Beaux et les Damnés. Monsieur Fitzgerald semble croire que le plagiat commence à la maison, écrivit-elle. La critique était bien écrite et drôle. D'autres commandes suivirent, incluant des nouvelles et des articles. Son premier article fut un éloge de la Flapper, disant que la vraie Flapper rebelle et la copie superficielle devaient être divisées et que les nouvelles Flappers n'incarnèrent pas le véritable esprit de l'original. Malgré les énormes sommes qui arrivèrent de ses écrits, ils dépensaient toujours plus dans leur style de vie luxueux. Scott empruntait beaucoup et était perpétuellement endetté de plusieurs milliers. Zelda suggéra qu'ils passent un plus de temps sur les histoires intelligentes et optimistes qui se vendaient sans bien, au lieu des romans qui étaient beaucoup plus difficiles à écrire. Scott se sentit trahi. Il considérait les histoires comme de la camelote bon marché, qui s'évanouirait comme de la poussière. Il voulait être un grand romancier remembered pour tous les temps, un Henry James moderne, pas un scribouillard bon marché du Saturday Evening Post, comme il l'appelait. Cependant, Zelda était encore heureuse des cadeaux chers, suppliant Scott pour un manteau de fourrure de 750 $. Leur prochain déménagement fut à Long Island. Ils espéraient que ce soit un compromis suffisamment isolé pour que Scott travaille et suffisamment proche pour que Zelda aille à New York. Mais la Côte Dorée, où ils restèrent, était pleine de gens riches. Presque toutes les nuits, il y avait une fête quelque part, avec des lumières accrochées dans un jardin, des cocktails au bord d'une piscine et des voyages à New York pour des théâtres et des verres à seulement 20 miles de distance. C'était exactement la vie sur laquelle Scott écrirait dans Le Grand Gatsby, mais malgré toutes leurs bonnes intentions, ils ne purent résister à la vie. Il se suicida quand il fut rejeté par elle. L'ami de Scott, Hemingway, le vit comme une histoire théâtrale. C'était un acte, rappela un ami, mais pour d'autres, c'étaient leurs anciens soi, prenant des leçons de Charleston, buvant au Dango. Comme se rappelait Scott, 1924 fut l'été de 1000 fêtes. Scott était la star dans le cercle de la rive gauche et Zelda se sentait exclue. Lors de réunions avec Stein, Zelda était supposée s'asseoir à côté de la table avec les épouses. Elle commença à peindre à nouveau, essayant de trouver une sortie et un espace indépendant en dehors de Scott. Cependant, elle ressentait l'amitié de Scott avec Hemingway, qu'elle méprisait. « Il est aussi faux qu'un chèque en caoutchouc », disait-elle. Elle méprisait la façon grossière dont il parlait des femmes, pensant que tout était un acte, et appela son roman « Fiesta », rien de plus que de la tauromachie et du lancer de taureaux. Elle voyait leur amitié comme nuisible pour Scott. Il payait ses nuits de boisson et mettait Ernest en contact avec des éditeurs parce qu'il croyait en Hemingway. Elle sentait que Scott adoptait les idées de Hemingway sur le rôle des épouses et des femmes. Hemingway, dont l'épouse venait d'accoucher,
croyait que c'était le rôle d'une femme de soutenir son mari et de rester principalement silencieuse. Il voyait Zelda comme cupide et volage, la blâmant pour les soucis financiers de Scott et son manque de concentration, et sentait qu'elle était ressentimentueuse de son succès. En imprimé, Hemingway dit plus tard que Zelda était une ancre qui tirait Scott vers le bas. Un poète et ami de Nancy Cunard commença une rumeur que Hemingway et Fitzgerald étaient impliqués dans une relation homosexuelle. Zelda provoqua Scott avec cette rumeur et il s'énerva violemment. Tous ces problèmes étaient lents et festering comme une blessure, et les germes de l'amertume les infectèrent tous les deux. Nous ne pouvions pas sentir le pouls d'aucun autre chemin, écrivit Zelda. Une nuit, Scott, voyant Isadora Duncan, alla lui rendre hommage et s'agenouilla à ses pieds, tandis qu'elle passait ses doigts dans ses cheveux et lui disait le numéro de sa chambre d'hôtel. C'était juste un morceau de théâtre, mais Zelda était furieuse. Elle courut vers un escalier de temple escarpé et se lança dans l'obscurité en dessous. Le restaurant plongea dans un silence stupéfait quand elle réapparut avec la robe déchirée et du sang coulant sur ses jambes. Plus tard, l'incident serait vu comme un signe de sa folie, mais à ce moment, il fut vu comme l'une de ses scènes extravagantes. Lors d'une fête chez un ami, Scott commença à jeter des verres et des cendriers par-dessus le bord, et ils durent lui demander de partir. On disait que Zelda avait un regard noir. Lors d'une fête, elle enleva sa culotte et dansa. Et avec ses amis, ils marchèrent jusqu'à une falaise et se défièrent mutuellement de sauter du bord 30 pieds plus haut. Zelda plongea sans hésitation. Scott trembla et avait l'air malade. Tous étaient le consternés par le risque, car Zelda semblait paresseusement indifférente. Leur bataille se jouait aussi en privé. Plusieurs fois, elle jetait ses affaires dans le coffre et menaçait de partir. En 1926, on offrit à Scott l'opportunité d'écrire des scénarios à Hollywood, car son nouveau livre n'allait nulle part. Alors, il l'accepta. Mais pendant que Scott travaillait, Zelda se sentait insécure autour des jeunes talentueuses qui la faisaient se sentir stupide. Elles étaient modelées d'après Clara Bow, pas d'après elle, et elle se sentait envieuse en pensant à ce qui aurait pu être. Tout le monde ici est intelligent et peut danser, chanter et agir. Et je me sens stupide, écrivit-elle. Une jeune star se distinguait, Lois Moran, de 17 ans. Scott s'enticha d'elle. Scott avait toujours flirté, mais Lois était très jeune, et Zelda craignait la lumière dans ses yeux quand il lui parlait de littérature et d'art. Lois peut être jeune, mais elle se fraye un chemin à travers le talent et le travail dur, dit-il. Cela coupa profondément Zelda. Elle avait commencé à concevoir des robes, et après le commentaire, elle les brûla toutes. Peu après, le scénario de Scott fut rejeté, et ils décidèrent d'un autre nouveau début à Delaware. À Delaware, Zelda éclata en créativité, concevant des poupées et des articles pour la maison. Elle s'inscrivit à des cours de peinture et fit des huiles. Scott détestait l'espace, assis en silence, fumant incessamment, luttant pour écrire. Zelda commença à écrire sérieusement, et 3 de ses articles furent achetés par des magazines. Elle était déterminée à se faire une carrière pour elle-même, bien que ses articles soient encore publiés avec le nom de Scott à côté du sien. Elle voulait un domaine à elle, et prit le ballet. Elle travailla plus dur qu'elle n'avait jamais travaillé de sa vie, pratiquant pendant des heures tous les jours. Elle se sentait positive et saine, mais Scott s'irrita. La musique de la pratique de ballet de Zelda se filtrait jusqu'à son bureau, rendant impossible d'écrire. Il lui dit qu'elle se préparait à l'échec. Il lui dit qu'elle avait commencé trop tard et essaya de la décourager en disant que son rôle était d'être une épouse supportive. Après une performance où elle sentit qu'elle n'était pas près d'être aussi bonne que les filles plus jeunes, elle se soula. Maintenant, 2 personnes séparées apparaissaient.
Zelda essayait de vivre dans l'espace de sa danse, mais les ressentiments de leur mariage les attendaient tous les deux. Scott appela sa relation avec Lois sa vengeance. Quand il l'invita à rester avec eux, Zelda garda la courtoisie en se saoulant. Pendant qu'ils écoutaient le vol en solitaire de Charles Lindbergh, des éruptions cutanées commencèrent à apparaître sur le corps de Zelda, le premier signe de l'eczéma qui l'affligeait de plus en plus. Tous deux buvaient plus et échangèrent des insultes. Elle dit même que Scott était homosexuel et il la frappa. Finalement, ils décidèrent de déménager de retour à Paris, essayant de recapturer les deux personnes qui semblaient si lointaines. Maintenant, Zelda prenait des cours de ballet et Scott continuait à sortir. Hemingway avait été publié et était maintenant une star. Scott, bien que toujours célèbre, était vu plus comme un personnage qu'on plaignait, soit pour sa femme ou sa boisson. Zelda continua à se pousser dans le ballet et en vint à haïr son corps pour ses limitations physiques. Elle perdit du poids et accumula de petites blessures. Elle dormait avec les pieds coincés à travers les barreaux du lit pour qu'ils atteignent la position qu'elle voulait. Après que l'ami des Fitzgerald, Gerald Murphy, l'ait vue performer, il dit « Il y avait quelque chose de terriblement grotesque dans son intensité. On pouvait voir les muscles s'étirer et tirer individuellement. C'était terrible. On retenait son souffle jusqu'à ce que ça finisse. » À la maison, elle était un fantôme, se retirant de Scott et Scotty. Elle était dans un monde à elle. Pour elle, tout était ballet. Quand Scott et moi nous croisions sur le chemin, nous marchions autour l'un de l'autre comme des terriers. Chacun de nous cherchant la bagarre, disait-elle. Scott sentit qu'il avait été abandonné. Elle ne lisait plus, ne pensait plus ou ne savait rien. Tout ce dont elle parlait était de danse. Elle devenait une lourde, écrivit Scott. Quand elle ne dansait pas, elle écrivait et était encore obligée d'ajouter le nom de Scott au titre, sentant que le crédit devrait être le sien. Pendant qu'il rentrait en voiture une nuit, elle attrapa le volant et essaya de le tirer vers une falaise. Plus tard, elle dit que la voiture avait agi étrangement, mais Scott croyait qu'elle voulait que tous deux meurent. Quand les années 20 se terminèrent et que le marché s'effondra, Scott écrivit dans son journal « Crash du marché boursier, crash de Zelda ». Elle commença à entendre des voix dans sa tête. Les corps gonflaient ou rétrécissaient et les gens semblaient porter des masques. Elle devint craintive et commença à attaquer violemment les personnes, pensant qu'elles conspiraient pour se débarrasser d'elle. Même Scott pouvait tirer peu de sens d'elle. Elle ne lui parlait pas ou murmurait pour elle-même ou délirait sur des choses que personne ne comprenait. Elle fut admise dans une clinique, mais partit après 10 jours, disant qu'elle avait besoin de retourner au ballet. Elle hallucinait la moitié de la journée et se réveillait la nuit en tremblant et pleurant. Elle fut mise sous morphine, ce qui exacerba le problème, et finalement fut placée dans un sanatorium. Plus tard, ses lettres oscillaient entre rage et culpabilité, parfois le blâmant pour tout, parfois se blâmant elle-même. Scott parfois écrivait « Tu es tout ce que je connais. Tu es ma girl. Je t'aime. » Et d'autres fois, il faisait une liste de tous ses crimes. Elle essaya de se relever en écrivant et termina son roman en 4 mois, et ses esprits s'améliorèrent. Cependant, Scott sentit que trop d'elle couvrait les idées de son prochain livre, Tender is the Night, et la fit l'éditer lourdement. Quand Scott lut enfin Save Me the Waltz, il s'enragea, lui écrivit des lettres, la réprimandant et réclamant que le roman était inspiré de matériel autobiographique qu'il prévoyait d'utiliser dans Tender is the Night. Scott força Zelda à réviser le roman en supprimant les parties qui contenaient du matériel qu'il désirait utiliser. Pour la consternation de Zelda, son roman vendit seulement 1392 copies, ce qui lui fit gagner 1073 $. L'échec de Save Me the Waltz et la critique mordante de Scott
l'accusant de plagiat et la qualifiant d'écrivaine de troisième ordre, écrasèrent son esprit. Le livre fut un échec commercial et critique, et Zelda s'enfonçait à nouveau dans la dépression. Scott joua avec l'idée du divorce, mais savait qu'il ne pourrait jamais la quitter. Les docteurs blâmèrent Zelda pour ses problèmes, disant que c'était la vie qu'elle menait, qu'elle avait besoin d'être une épouse supportive. Scott fut d'accord, et elle sentit que tout le monde était contre elle. Pour 1933, l'état mental de Zelda se détériora, et Scott buvait de plus en plus. Zelda ne voulait plus sortir socialiser, et on lui dit qu'elle avait besoin de renoncer à l'alcool pour son état mental. À Scott aussi, les docteurs dirent de le faire pour soutenir sa femme. Il refusa, disant qu'il en avait besoin pour soulager le stress et écrire. Ils se disputaient quotidiennement sur tout, jusqu'à ce qu'une nuit Scott s'effondre, disant à Zelda qu'il ne l'aimait plus, qu'elle avait ruiné sa vie, la blâmant pour n'avoir donné qu'une fille et qu'il ne valait rien, et que tout était de sa faute. Elle claqua la porte et la verrouilla. Le matin, il y avait une note sous sa porte demandant pardon, disant qu'il l'aimait. « S'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes, » dit-il. « Je pourrais ne pas le faire, » répondit-elle avec des larmes aux yeux. Il l'étreignit et dit, « Eh bien, alors ayons ça. » Scott, comme Gatsby, voulait recapturer un passé qui n'avait jamais existé. Il voulait la vieille Zelda de retour, mais elle avait changé. Le monde avait changé, et lui aussi. Il discutait pour qu'elle soit la fille qu'elle était, et elle discutait pour qu'il devienne l'homme qu'elle voulait qu'il soit. Après que son oncle se soit suicidé, elle s'enfonça dans un désespoir profond, et crut qu'elle était une personne cassée, que sa maladie était dans son sang, et qu'il n'y avait pas d'échappatoire à son destin. Elle regarda sa fille Scotty et dit simplement « Nous sommes condamnés ». Peu après, elle eut une autre crise nerveuse et fut placée dans un sanatorium. Là, elle commença à se concentrer plus sur les peintures, et Scott bougea quelques ficelles pour qu'elle soit exposée à New York. Quelques jours avant l'exposition, Scott s'assit avec elle au sanatorium. Ils commencèrent à se remémorer le passé, et Scott la prit dans ses bras et l'embrassa comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Et le couple fit l'amour. « Dieu, tu me manques, dit-il. Nous manquons cette version de nous. Où ont été ces deux personnes? Pourquoi est-ce si difficile de les trouver? » Les yeux de Zelda se remplirent de larmes, et elle étreignit Scott en lui disant qu'elle était désolée. Son exposition d'art fut un échec. Le magazine Time l'appela simplement « le travail d'une épouse », et avec ça, Zelda perdit tout espoir. Elle sentit qu'elle était un échec. Tout ce qu'elle avait essayé avait échoué. Elle n'était pas une bonne épouse, mère, peintre ou danseuse. « Envoie-moi quelque part de moins cher. Nous ne devrions pas payer pour cet endroit. Hemingway ne t'a-t-il pas dit que je ne valais rien et que je devrais te sauver? » Il avait raison, lui écrivit-elle. Scott reçut une autre opportunité d'écrire pour Hollywood et travaillait sur un autre roman. Ils avaient désespérément besoin de l'argent que Zelda le convainquit d'y aller. À Hollywood, Scott commença une romance avec Sheila Graham. Scott vivait avec Sheila pendant qu'il travaillait sur The Last Tycoon. Scott et Zelda s'écrivaient une fois par semaine de longues lettres amoureuses sur leur passé. Leur seule mention sur le présent était sur leur fille, qui maintenant terminait l'école. Dans leurs lettres, ils maintenaient l'illusion qu'ils étaient une famille, et elle avait l'intention d'aller à Hollywood quand elle irait mieux. Zelda était à la maison, visitant sa mère pour les vacances, quand arriva l'appel le 21 décembre 1940 pour l'informer que Scott était mort d'une crise cardiaque. Dans l'une de ses dernières lettres, il avait écrit « Mais mon Dieu, Zelda, que ne donnerais-je pas si nous pouvions revenir en arrière et vivre ces jours une fois de plus? Je ne peux pas me contenter de passer outre le passé et penser que nous recommencerons où nous nous sommes arrêtés. Je t'aime
et je t'aimerai toujours. Zelda s'effondra et dit à une amie qu'elle ne pouvait supporter l'idée qu'il ne vienne plus jamais à elle, avec une petite pleine de promesses et son cœur plein de nouvelles et renouvelées espérances. La vie de Zelda, après la mort de Scott, fut marquée par des hospitalisations continues et des tentatives de trouver du réconfort à travers son travail créatif. Tragiquement, elle mourut dans un incendie au Highland Hospital. Le 10 mars 1948, presque 8 ans après la mort de Scott, ils sont enterrés ensemble dans la parcelle familiale des Fitzgerald avec une gravure choisie par Scotty de la ligne, qui termine Le Grand Gatsby. Ainsi nous continuons, bateau contre le courant, ramenés incessamment vers le passé. Au final, l'histoire d'amour de Scott et Zelda Fitzgerald vit avec la même beauté tragique et l'espoir poignant qui orne les pages de ses romans. Leur amour, une conflagration éblouissante, fut un phare de l'ère du jazz, un temps où le monde renaquit dans une flamme fiévreuse de créativité et d'abandon imprudent. Zelda, avec son esprit irrépressible et influence inébranlable, fut à la fois la muse et le tourment de Scott, inspirant la magie temporelle de sa fiction. Cependant, leur passion féroce fut aussi leur perte. Leur vie marquée par des disputes amères et des moments de désespoir déchirants. Ensemble, ils définirent une ère, incarnant l'éclat charmant et la désillusion inévitable de leur génération. Tandis que s'estompent les accords finaux de leur symphonie, nous restons avec l'écho hantant de leur amour. Un témoignage d'un temps où les rêves étaient les plus grands que la vie, et la ligne entre la réalité et l'illusion était aussi fine qu'un murmure. Et ainsi nous continuons, bateau contre le courant, ramenés incessamment vers le passé. Donnant le dernier mot à Gatsby, répéter le passé. Bien sûr, répéter le passé. Leur histoire reste comme l'incarnation parfaite du rêve américain, brillant, séducteur et, en définitive, inatteignable, laissant seulement l'écho de ce qui aurait pu être dans les cœurs de ceux qui osent rêver. Monsieur